Je verrais plutôt une solution de type fédération, la fédération israélo-palestinienne, regroupant certes deux États, mais où serait gérée en commun la lutte contre la violence. Si, lorsque quelqu'un tue des gens, on fait avancer sa cause, cela ne risque-t-il pas d'inciter au meurtre? Ainsi, je me demande s'il est opportun de brandir aujourd'hui le drapeau palestinien, suite à ce que certains partisans de cette cause ont fait. Alors, bien sûr, ils sont bombardés, mais même là, si la cause de ces bombardements était une histoire de drapeau, ne serait-il pas contre-productif pour des partisans de la paix d'agiter de tels drapeaux? Mais peut-être l'un des camps est-il plus victime que l'autre, de sorte que l'on se positionnerait ainsi du côté des victimes. Mais qui est plus victime? Ainsi, lorsqu'on leur rappelle que ces bombardements font suite à une agression particulièrement sanglante, certains rétorquent: oui, mais Israël, ça fait 60 ans ou 75 ans qu'ils oppriment les Palestiniens, qu'ils ne respectent pas le droit international, que c'est un État colonialiste, raciste, etc. Certes, on peut s'étonner qu'une telle violence puisse être justifiée de quelque façon que ce soit. Mais aussi, on pourrait répondre que ces occupations font suite à d'autres attentats. D'où la question: qui a commencé? Je me suis donc plongé dans cette histoire, car avant de prendre parti, il convient d'étudier les choses avec un minimum de précision. Et ce que j'ai découvert est bien différent de ce dont on nous rebat les oreilles. Donc attention, vous risquez d'être choqué. Bien sûr, la principale cause des conflits est le biais claniste, en vertu duquel on va spontanément défendre la communauté dont on se sent le plus proche. Il est donc important, si vous êtes concerné, de faire attention à cela. Je vais donc exposer aussi objectivement que possible la situation. Et je vous invite à ne pas croire ce que j'affirme sur parole, mais à bien vérifier les choses par vous-même, ce qui est très facile aujourd'hui. Le respect de la vérité est quelque chose d'important pour moi, et si vous voyez des erreurs, après vérification, pas avant, surtout signalez-les-moi. La vérification pouvant corriger des croyances erronées, ce qui est toujours bénéfique. Et pour commencer, je vous propose une petite fiction géopolitique. Supposons que la France soit, depuis pas mal de temps, occupée par un autre pays, l'Allemagne par exemple. Supposons aussi qu'à une époque très ancienne, l'un des départements français, les Pyrénées-Atlantiques par exemple, était un petit royaume indépendant, dont les sujets ont pour la plupart émigré à l'étranger ou dans d'autres départements. Et que, surtout à l'étranger, ils aient été victimes, en tant que minorité, d'exactions, au point que certains se disent « ce serait bien que l'on ait notre pays, un peu comme les autres, ou du moins un lieu où l'on soit à nouveau majoritaire pour ne plus subir ce genre de désagréments. » Et qu'il convienne que finalement un tel lieu s'impose, leur ancien et unique royaume recouvrant approximativement les Pyrénées-Atlantiques. Et supposons qu'une alliance d'autres pays soit sur le point de délivrer la France du joug allemand. Alliance qui va prendre contact avec la résistance française et lui dire que c'est le moment de les aider en se soulevant, en échange de quoi le pays recouvrira son autonomie. Et que pareillement, il se soit engagé à satisfaire les Basques, on va les appeler ainsi, dans leur désir de retour sur leur terre historique, lesquels apporteront également leur contribution à la bataille, militairement et financièrement. Et supposons qu'enfin, l'Empire germanique perde la guerre et donc ses provinces françaises, et que celles-ci soient provisoirement placées sous protectorat le temps que les diverses promesses soient honorées. La question étant, les Français accepteront-ils de céder aux Basques, l'ancienne et unique patrie de ceux-ci, dans le sud-ouest du pays,
que ce soit à titre de reconnaissance pour leur contribution à la libération, mais aussi par humanité pour leur permettre d'échapper au risque d'exaction qu'ils ont longtemps subi en tant que minorité. Étant entendu de plus qu'il n'est pas question que les habitants actuels non basques de ce département ne soient contraints de s'exiler, ce qu'ils devront faire toutefois s'ils ne souhaitent pas être environnés d'une majorité de Basques. Serait-il si extraordinaire que les Français acceptent cela? Cela n'honorerait-il pas la patrie des droits de l'homme? Étant entendu aussi que ce département ne deviendrait pas nécessairement indépendant, peut-être juste un peu autonome. Je pense que beaucoup auront deviné l'intérêt de ma petite fiction. Les Basques, c'est évidemment les Juifs. Les Pyrénées-Atlantiques, la Palestine. La France, la nation arabe, et vous remarquerez que les proportions géographiques sont respectées. L'Allemagne, la Turquie, ou l'Empire ottoman si vous préférez. Et tout ce que j'ai dit, à part les noms fictifs bien évidemment, est correct. Les Juifs, plus précisément ceux souhaitant ce retour dans leurs terres historiques qu'on appelle les sionistes, ont bien aidé à la libération de la Palestine du joug ottoman, avec en particulier la Légion juive. L'État israélien n'a pas expulsé tous les habitants non juifs, ils y ont même, encore aujourd'hui, les mêmes droits que leurs concitoyens. On a donc là une vision assez juste de la situation, du moins au début, montrant que les choses auraient pu bien se passer si elles avaient été bien conduites. En tout cas, contrairement à ce qui s'est souvent fait dans l'histoire, les Juifs ne sont pas arrivés les armes à la main, expulsant ou exterminant la population malencontreusement présente sur leur lieu d'élection. Ils ne se sont pas pointés devant les maisons en expliquant à leurs propriétaires que c'était chez eux et qu'ils devaient partir, comme on le voit parfois dans certains montages de propagande. Non, il y a simplement eu des vagues d'immigration, de gens ayant acheté des maisons et de la terre, un peu comme les Anglais en Périgord. Des immigrants comme il y en avait eu de tout temps en cette terre, une immigration qui avait déjà bien commencé au XIXe siècle suite aux pogroms dans l'Empire russe, tout comme il y avait eu en ce même siècle une importante immigration musulmane depuis le Maghreb ou la Bosnie du fait des guerres dans ces régions. Sauf que là, on parle d'une immigration importante issue d'une autre culture. Les locaux se sont sentis envahis. Mais ce n'est pas tout. Lorsque le conflit a éclaté en 1918, il y a plus de 100 ans donc, et non pas 75, on était dans une situation transitoire d'une terre vierge politiquement. Les Ottomans venaient d'être défaits. La zone s'étendant de la Palestine à l'Irak était prise en charge par les Anglais, lesquels avaient simultanément promis aux Arabes qu'ils recouvriraient leur autonomie dans la région et aux Juifs qu'ils pourraient y construire leur foyer national. Mais quand je dis aux Arabes, c'était seulement à certains, la population était tenue éloignée de tout ça. Ainsi, le roi Faisal acceptera la présence d'un foyer national juif à la condition qu'il lui reste une vaste zone. Et surtout, les limites de ce morceau n'avaient pas été précisées. Pour les Arabes, il était question d'une grande Syrie, incluant le Liban, la Jordanie et la Palestine. Rapidement, ils vont obtenir la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, mais quid de la Palestine? En fait, on est là face au problème du nationalisme, lequel engendre logiquement un conflit lorsque l'attribution d'un territoire à une population n'est pas évident. C'est pourquoi on a souvent des conflits lorsque de grands empires se disloquent, comme par exemple l'Europe de l'Est récemment. Au début, ni l'État palestinien ni l'État israélien n'existaient. Il y avait les Juifs sionistes d'un côté et les Arabes locaux de l'autre, au sein de l'Empire ottoman puis du protectorat britannique. L'utilisation du terme palestinien est aujourd'hui trompeuse, car il devrait logiquement désigner tous les habitants de Palestine, y compris les Juifs. Rappelons également que Juifs ou Arabes désignent essentiellement des cultures, même s'il y a une composante génétique approximative. Pour trancher sur l'attribution de la Palestine, il y avait des arguments en faveur des deux camps, chacun bien sûr ne voyant que ceux qui sont en sa faveur. Arguments qui ne sont d'ailleurs pas de force équivalente. Ainsi, les Juifs étaient là bien avant les musulmans, puisque leur religion est bien antérieure. Mais d'un autre côté, la population était très majoritairement arabe.
ce dernier argument me semblant plus fort. Par contre, un argument de poids, selon moi, est le fait qu'outre la présence juive très ancienne et persistante dans cette zone, si un arabe veut vivre dans un État majoritairement arabe, ou musulman ou chrétien, il a l'embarras du choix, y compris sans se déplacer beaucoup, puisque tous les États voisins sont arabes et musulmans. Tandis qu'un juif n'en a qu'un de choix, que je vous laisse deviner. On pourrait ajouter que cette région est vraiment le berceau de leur civilisation, tandis que le berceau de la civilisation arabe se situe un peu plus bas, entre la Mecque et Médine. Certes, Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam, mais c'est la première du judaïsme. Et de plus, les lieux saints de l'islam à Jérusalem sont actuellement préservés. Bref, le fait est qu'il n'y a pas un peuple qui serait chez lui et pas l'autre. On est en présence d'un cas où ça n'a rien d'évident et où l'on voit donc que le possessivisme est une source de conflit, surtout lorsqu'il s'associe au clanisme. La possession est un statut résultant d'une convention humaine, pas une réalité objective comme la couleur ou la température. Celui qui dit naïvement « c'est chez nous » ne fait rien d'autre que légitimer sa propre domination, car être propriétaire quelque part, c'est y détenir le pouvoir d'imposer des choses aux autres. Et si l'on s'organisait autrement, qu'avec des hiérarchies ou même des majoritocraties, #Ucratie. Mais voyons plus en détail comment les choses se sont déroulées concrètement pour mieux comprendre donc l'origine de la discorde. Les terres achetées par les Juifs à de riches propriétaires arabes étaient souvent occupées par des métayers qui soudain perdaient leurs ressources, puisque les Juifs voulaient les cultiver eux-mêmes. D'où forcément une certaine animosité. On voit bien que la cause du problème ici est tout simplement le système économique en place, j'ai nommé le capitalisme. Dans un État qui s'arrangerait pour que tout le monde ait de quoi vivre, il n'y aurait pas eu ce problème. Et bien sûr, les choses se sont aggravées lorsque le projet sioniste a été connu par la population locale. Les immigrants juifs n'étaient plus perçus comme de simples réfugiés politiques, mais bien comme des colons venant prendre le pouvoir sur place, d'où évidemment une hostilité. Et assez logiquement, ce sont ceux dont le pouvoir politique était menacé, les hiérarques arabes locaux donc, qui ont pris l'affaire en main en galvanisant les foules, qui défilèrent au cri de « Massacrons les Juifs !» avant de passer à l'acte. Le pogrom de Jérusalem en avril 1920 blessera 215 Juifs et en tuera 5. Car il faut savoir que les Juifs qui voulaient protéger la population physiquement n'ont pas pu le faire, empêchés par les Anglais. À la suite de ces événements, une force d'autodéfense juive va se constituer, la Haganah, qui pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, s'efforcera de ne pas exercer de représailles, les Anglais se chargeant de rendre la justice. Mais les choses ne vont faire qu'empirer. À Hébron, en 1929, les Palestiniens tueront 67 Juifs et en blesseront 58, les autres étant déplacés, de sorte que la présence juive, pourtant séculaire dans cette ville, disparaîtra complètement. Génocide. Petite anecdote. Slonim, le fils du rabbin d'Hébron, a d'excellentes relations avec les Britanniques et les Arabes, et ceux qui ont cherché refuge chez lui croient en confiance qu'il ne leur sera fait aucun mal. Quand la foule approche de sa porte, ils offrent d'épargner la communauté séfarade si les étudiants ashkénazes de la yeshiva leur sont remis. Alors, pour rappel, les séfarades sont les juifs les plus proches des arabes physiquement et culturellement. Racisme. Slonim refuse, disant « Nous sommes tous un même peuple ». Il est alors tué ainsi que sa femme et son fils âgé de 4 ans. Je vous épargne la suite car l'horreur de ce pogrom vaut largement, certes à une échelle plus réduite, ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, où l'on réalise que c'est pas nouveau tout ça. Au passage, on se demandait tout à l'heure qui a commencé. Si l'on entend par violence le fait d'agresser physiquement autrui ou de le tuer, on a la réponse. Bien sûr, rapidement, certains juifs vont à leur tour exercer des représailles. Ainsi vont se constituer des branches dissidentes de la Haganah, qui se montreront un peu plus vindicatives.
En 36-39, la violence va encore augmenter et se généraliser. Les Arabes se rebellent contre les Britanniques, en plus des Juifs. Les Britanniques souhaitant se retirer rapidement de ce bourbier, et l'ONU venant d'être créée, un plan de partage est proposé par celle-ci en 1947, divisant la Palestine en deux et octroyant aux Juifs les zones où ils sont le plus présents, principalement côtières. Ceux-ci vont l'accepter, tandis que les Arabes palestiniens vont le refuser et déclencher les hostilités contre l'État juif en voie de création. Je vous laisse voir ici qui est dans la légalité et qui est dans l'illégalité. Et ça va être une vraie boucherie. Les États arabes voisins vont venir en renfort et envahir l'État légalement créé, lequel, après avoir failli disparaître, va l'emporter et va en profiter pour s'élargir un peu. Si l'on regarde la carte, cet élargissement est bien compréhensible car il rend le territoire plus compact et donc plus facile à défendre. Ce besoin de se défendre étant particulièrement compréhensible ici. Cet élargissement, du coup, n'est pas tout à fait légal. Et nos amis pro-palestiniens ne manquent pas de le rappeler. Sauf que, qui a rompu le contrat et a opté pour la solution par les armes? Est-ce à ceux qui ont enfreint le droit international pour préférer le droit du plus fort de s'indigner de la sorte? Et si droit il y a, sanction il devrait y avoir. Une perte par rapport au contrat initialement proposé ne serait-elle pas ici une sanction bien naturelle? Cela dit, on peut aussi relativiser cette légalité puisqu'elle supposerait un État fédéral mondial digne de ce nom. Là, on parle de l'ONU à sa création, dont on voit bien aujourd'hui encore toute la faiblesse, sans même rappeler que les décisions et avis n'y sont guère que le fruit de tractations entre États et de divers lobbying. Bref, pas très sérieux tout ça. Cette première guerre israélo-arabe se traduira par le déplacement d'environ 750 000 Palestiniens, donc les fameux réfugiés. Par contre-coup, pour fuir l'hostilité arabe, qui va en résulter, un nombre équivalent de Juifs migreront des pays arabes vers Israël. Ainsi, on pourrait voir là un échange. Les réfugiés palestiniens auraient pu gagner les pays arabes, dont la superficie totale est d'ailleurs très importante. Il y aura également des propositions de les indemniser de la part d'Israël, mais les réfugiés refuseront tout cela. De plus, grâce à une démographie galopante, bizarre pour des réfugiés, ils sont aujourd'hui environ 5 millions aux frontières d'Israël, ce qui rend pratiquement impossible un retour pacifique, vu que la population de cet État, après avoir été multipliée par 12 depuis sa création, ne dépasse pas aujourd'hui les 10 millions, et qu'à supposer qu'il y ait de la place pour tout le monde, cela y rendrait la population juive minoritaire. La suite de l'histoire peut être résumée très simplement. Depuis sa création, Israël n'a pas cessé de subir des attaques terroristes palestiniennes auxquelles, certes, il a généralement répliqué. Il y a eu également 2 autres agressions des pays voisins dont il est sorti vainqueur, certains territoires conquis ayant été restitués dans une démarche de paix. Cette hostilité des populations palestiniennes a eu pour conséquence un contrôle sur celles-ci, en particulier sous la forme d'une occupation des territoires de Cisjordanie et de Gaza, mais aussi un progressif glissement à droite de l'opinion. Il est vrai également que l'annexion de la Cisjordanie est une tentation pour la droite israélienne puisqu'il s'agit du cœur des royaumes hébreux de l'Antiquité, et qu'initialement, le territoire espéré par les sionistes était bien l'ensemble de la Palestine historique, représentant moins de la moitié de la Palestine mandataire. Mais peut-on invoquer cette occupation donc pour expliquer l'agressivité des populations correspondantes? Pas vraiment, puisque nous avons vu que cette hostilité, cette violence existait dès le début, bien avant l'ombre de la moindre occupation militaire, bien avant l'existence même d'un État, avant même la formation des premières milices d'autodéfense juives. On peut également remarquer que lorsqu'Israël a accepté de cesser cette occupation, en l'occurrence à Gaza en 2005, la population ainsi libérée, ou du moins son gouvernement, s'est essentiellement appliqué à se réarmer pour attaquer l'État hébreu. Le problème ici, manifestement,
c'est le nationalisme intransigeant et la tendance à recourir à la violence pour résoudre les conflits. Et bien sûr, on retrouve cela aussi bien chez les Israéliens que les Palestiniens. Ce n'est pas à ce niveau que se situe la séparation entre guillemets, le camp du bien et celui du mal. C'est entre les modérés, les humanistes d'un côté et les fanatiques nationalistes de l'autre. Quand on pense qu'il aurait suffi que l'ensemble des habitants de Palestine se rassemblent pour convenir d'une solution, par exemple de la formation d'un État laïque garantissant à chacun les mêmes droits citoyens, voire une certaine sécurité matérielle. Mais non, car dans la tête de la plupart des gens, surtout à l'époque, l'humanité est divisée en camps, chaque camp devant se battre pour son pouvoir. Et ce qui n'arrange rien, ici, c'est le fanatisme religieux, qui donne une caution morale supérieure et indiscutable à tel ou tel objectif et permet ainsi de manipuler les crédules. Si un Dieu existe, bon et omnipotent, pourquoi ferait-il faire, d'évidence très mal, par des humains ce qu'il pourrait faire lui-même? Va-t-il donc préconiser la force pour imposer sa vérité, sa volonté? Va-t-il répandre la division en imposant des choses qui ne sont pas évidentes pour tout un chacun? Va-t-il prendre parti dans des guerres tribales? Non mais sérieusement? Et quand on voit que la plupart des pogroms ont été initiés par des rumeurs infondées, on comprend que la crédulité, le manque de circonspection, est vraiment un problème. Rumeurs propagées par des gens y ayant intérêt. Et d'où viennent ces intérêts? De la soif de pouvoir. Et d'où vient cette soif? Des avantages qu'il confère. On est plus libre d'obtenir ce que l'on veut. Or, il est possible d'empêcher cela grâce à un système imposant des décisions justes, fondées sur un but commun, ce que fait Lucratie. Et comme la poursuite d'un but commun réduit la compétition et l'oppression, on voit qu'on tient là une solution pour la paix dans le monde un peu plus sérieuse que l'imprécation à s'aimer les uns les autres. Mais sans aller jusque-là, voyons ce qui pourrait être envisagé à plus court terme pour maintenir la paix dans cette région. Clairement, il faut sortir du cercle vicieux de la violence. Se contenter de réprimer, d'appliquer la loi du talion, comme l'ont fait les deux parties jusqu'ici, ne résout rien, car le fanatisme est tel que cela ne fonctionne pas. La solution à deux États, dont j'entends souvent parler, ne me semble pas être souhaitable, car cela n'empêchera pas et même favorisera le développement du nationalisme au sein de chacun d'eux. Il y aura toujours des extrémistes qui chercheront à récupérer les territoires qu'ils estiment perdus, et donc des attentats, et donc des occupations et rebelotes. Je verrais plutôt une solution de type fédération, la fédération israélo-palestinienne, regroupant certes deux États, mais où serait gérée en commun la lutte contre la violence. L'État fédéral traquerait les extrémistes racistes des deux camps, ainsi que toute forme de violence, assurerait la sécurité des citoyens, mais aussi interviendrait dans l'éducation pour y promouvoir les valeurs humanistes, une lecture non orientée de l'histoire, le respect de la vérité, l'appel à l'intelligence, la condamnation de tout ce qui alimente la haine. Les terroristes ne devraient plus être traités comme des martyrs, mais comme des égarés. L'arbitraire de la propriété étant compris, la question sera comment vivre ensemble et non pas qui est ici chez lui. Mais pour cela, ces idées progressistes doivent être propagées. C'est vraiment l'urgence du moment. Et cela ne peut se faire que par une mobilisation de tous les partisans de la paix. En tout cas, ce n'est certainement pas en agitant le drapeau palestinien que l'on sert des valeurs de progrès. On fait même précisément le contraire, puisque l'on s'inscrit ainsi dans une démarche nationaliste. Le progrès ne consiste pas forcément à s'identifier au plus faible des deux protagonistes d'un conflit, surtout s'il se trouve être à l'origine des pires exactions ou qu'il les soutient. D'ailleurs, pour en revenir au pogrom d'Hébron, seuls les pires meurtriers, soit deux individus pour ce qui concerne Hébron et un autre pour une autre ville, seront effectivement condamnés
à la pendaison. Aujourd'hui encore, ces meurtriers sont célébrés comme des martyrs par l'autorité palestinienne. Militer pour une cause, c'est bien, mais tant qu'à faire, faisons en sorte qu'elle soit porteuse de vie et non pas porteuse de mort. Il suffit pour cela de réfléchir un peu. D'avance, merci de votre collaboration au service d'un monde meilleur.